Les profs de yoga vous ont menti à propos de la véritable signification du Hatha Yoga. Et je suis désolé. Manasté, mes petits lotus couleur safran. Ici, on parle du lore autour du yoga, de sa culture, des mythes et de son histoire croisée, pour tenter d'enrichir la néo-spiritualité et l'appropriation culturelle. Je suis l'insupportable yogi et bienvenue dans Satsang. Le sanskrit, cette langue sacrée des brahmanes, la première caste du système védique, est bien plus qu'une langue vernaculaire. C'est un langage de prestige, un langage parfait. Panini, un grammairien du 5e siècle avant notre ère, a fixé la grammaire du sanskrit avec une précision telle qu'elle est restée inchangée depuis cette époque, plus de 2000 ans. Ce codage, ce système grammatical rigide, est ce qui permet au sanskrit de rester intact, immuable et de se lire encore aujourd'hui de la même manière qu'il l'était à son époque. Cette stabilité rend le sanskrit à la fois fascinant et sacré. Le sanskrit est une évolution du prakrit, un ensemble de langues vernaculaires parlées dans l'Inde ancienne. Le prakrit servait de langage parlé, mais il manquait une structure formelle. Il manquait quelque peu de finesse. C'est pourquoi Panini a voulu une nouvelle langue pour les rituels et les textes philosophiques. Ce sanskrit donc devient la langue liturgique de la religion védique. C'est ainsi que le sanskrit a vu le jour. Une langue codifiée donc, précise, parfaite, destinée à préserver la sagesse védique dans sa forme la plus pure. Samskrita, le mot lui-même, veut dire langue parfaite. Mais revenons au yoga. Le terme yoga est souvent réduit et mal compris, réduit à être une simple respiration profonde. Mais le yoga, dans sa racine sanskrite, désigne l'union. C'est le mot sanskrit yug qui lui donnera son nom. Le mot désigne donc effectivement la méditation, l'introspection, la discipline intérieure. Je trouve deux transcriptions sanskrites. La première dit escompter, s'abandonner. La seconde pair ou couple. On trouvera facilement dans la littérature contemporaine le mot atteler. La première m'évoque l'idée de s'en remettre à quelque chose, se laisser absorber en quelque sorte. La deuxième, plutôt l'idée de lier ensemble, d'établir un lien, d'harmoniser ou d'organiser l'équilibre. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de respiration. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est former un attelage pour que l'esprit guide le corps de manière éclairée. Dans les Puranas, textes composés à partir de la fin de la première moitié et jusqu'à la fin du premier millénaire de notre ère, le mot signifie siège. Asanam, utilisé pour désigner la posture de méditation. Dans ce contexte, Patanjali, entre 300 avant notre ère et le 5e siècle de notre ère, dans les Yoga Sutras qui lui sont ensuite attribués, définit les membres du yoga, à comprendre les composantes si vous préférez. La posture, asanam, n'est que la troisième composante, le troisième membre du yoga. Il vient après yama, l'éthique, et niyama, la discipline personnelle. La pratique dans une posture consacrée donc est très importante, bien que cette disposition du corps ne soit pas l'élément primordial du yoga. Alors, si vous vous souvenez de ce que veut dire asana, siège, ce n'est pas juste une posture physique, c'est aussi être à l'aise dans l'effort, dans un effort conscient, contrôlé, qui nous mène progressivement vers la transformation. Le but est d'aller au-delà de notre zone de confort, de côtoyer la limite du geste, tout en respirant profondément et en maintenant une certaine fluidité. C'est dans cet espace, juste avant que le corps ne cède, que la véritable transformation s'opère. Cette traduction donc du mot asana un peu plus claire grâce à Gérard Blitz, être fermement établi dans un espace heureux. C'est l'endroit où vous pouvez trouver une stabilité dans la posture, mais aussi un confort mental et physique, dans un espace de détente pendant l'effort. On parle aujourd'hui d'être à l'aise dans la pose, d'y rester sans tension excessive, mais avec suffisamment d'engagement pour que l'effort soit véritablement bénéfique. Alors, progressivement, le corps recouvre et gagne en habileté, tandis que le souffle soutient l'effort sur la durée pour permettre et accompagner cette transformation. Le terme Hatha est utilisé avec le texte du Hatha Yoga Pradipika, un traité classique rédigé au XVe siècle par Svatmarama, un yogi du nord de l'Inde. Ce texte est l'un des plus importants pour comprendre le yoga tel qu'on le pratique aujourd'hui. Il se base sur une tradition antérieure et ses œuvres, comme le Gorakshakata des Natha Yoga. Dans le texte,
et mentionner le nombre de postures qui existent. Le chiffre 84 000 est donné, chiffre hautement symbolique dans la culture de l'Inde ancienne. Faisant ici référence aux 84 000 postures donc enseignées par Adinath, le premier des yogis, Shiva himself. Cette signification diffère quelque peu des premiers exercices posturaux pratiqués par les ascètes, comme garder les bras en l'air par exemple, se tenir debout sur une seule jambe, ou aussi enrouler ça autour d'un bâton. Ces austérités que s'infligent les sadhus sur les prescriptions de leur maître. Beaucoup croient que le Hatha Yoga fait référence à l'équilibre entre le soleil et la lune. Mais ce n'est pas le cas. Hatha, ce n'est pas un rappel des canaux énergétiques Ida et Pingala associés à ces astres. Le Hatha, c'est alors le système au complet, qui regroupe les différentes composantes du yoga et lui associe une discipline physique. Probablement par méprise avec l'idée de rétention des fluides créateurs et dynamisants du corps, associés là à la lune et au soleil. Je trouve plusieurs significations pour essayer de m'approcher au plus près du sens. Dans l'Ayurveda, Hatha signifie perte des fonctions motrices. Ce n'est vraisemblablement pas là qu'il faut chercher. Dans la philosophie Shakta, très proche du shivaïsme et du tantrisme, je trouve intense, violent. Dans les Puranas, le même mot désigne la force, dans le sens de guider avec force. Hatha Yoga, la dénomination complète de la pratique, apparaît au sein de différents courants, commentés à partir du XIe siècle dans des textes bouddhiques par exemple. Hatha signifie en fait effort violent, mais un effort qui transforme, un effort qui amène à la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas que de l'équilibre des énergies, mais bien de l'effort, de la discipline, du travail acharné sur soi-même. Dans le Hatha Yoga Pratipika, ce texte plus tardif du XVe siècle, se trouvent les premières mentions détaillées des postures physiques. C'est vraisemblablement au cours de cette époque que les postures physiques ont pris de l'importance. Mais il ne faut pas oublier que d'autres pratiques s'interconnectent avec le yoga dans l'Asie ancienne. Le yoga tel qu'on le connaît aujourd'hui a été influencé durant l'histoire de sa formation, notamment par le tantrisme, qui considère que la trame du monde phénoménal, comme un tissu. Cette trame de l'existence a une image au dedans du corps, à l'intérieur de l'individu. Le grand mandala cosmique, tout l'univers, correspond aux canaux par lesquels passent les flux énergétiques qu'un ou une pratiquante éveillera et dirigera grâce à ses postures physiques, en déployant ce corps dans l'espace, déplissant les réseaux subtils. Tandis que des figures de l'identité nationale comme Vivekananda participent au Parlement des religions pour affirmer le rôle spirituel majeur de l'Inde, fétichisé par les orientalistes européens, il reconnaît l'intérêt du yoga postural, mais continue tout de même de manifester sa méfiance à l'égard de cette forme posturale qu'a pris le yoga. Il la juge trop difficile. Plein d'autres choses restent à découvrir, alors restons prudents. Ce qui est certain, c'est que cette forme de yoga que l'on pratique, celle associée principalement aux asanas, aux postures, s'est popularisée dans l'histoire, notamment au XIXe siècle, avec des figures comme Krishnamacharya, Sri Aurobindo ou plus tard Iyengar. Si initialement le yoga est une voie méditative, les apports des autres pratiques et rituels qu'il a côtoyés, notamment le tantrisme, en ont fait une discipline qui ne rejette pas le corps physique, qui l'intègre pleinement dans une recherche de perfection. Aujourd'hui pratiqué en Occident pour cultiver un corps stéréotypé et prétendument parfait, ou pour ses vertus contre le stress, pour la souplesse ou le renforcement musculaire, l'essence de la discipline s'est perdue. Mais comme l'histoire nous le montre, le yoga est vivant et plastique. Il nous reste à ne pas en ignorer ni en résumer les richesses, plus encore à les cultiver plutôt que de les exploiter. Comme toutes les activités qui mènent à l'expérience du doute, à l'acquisition de compétences, tout ce qui transforme au fond, tout ce qui apaise, tout ce qui nous aide à nous concentrer ou nous fait regagner de l'espace mental. Tout ce qui nous amène à plus d'équilibre dans notre vie, c'est un yoga. Mais prenons garde à ne pas résumer une pratique monolithique de la spiritualité de l'Asie et du monde himalayen à des respirations banales ou à une gym douce. Il ne s'agit pas que d'entretien corporel. Il ne s'agit pas que de gestion du stress. Moi, ce que je me demande, c'est quel est votre yoga dans ce cas? Dans quoi êtes-vous prêt à mettre suffisamment d'efforts violents
au service de votre progression. Si mon travail vous a plu, alors abonnez-vous, posez une question en commentaire pour que je fasse des recherches, mettez-moi un pouce. C'était l'insupportable Yogi, on se revoit bientôt, mais en attendant, je vous laisse avec une question. Est-ce que la posture du lotus, c'est du manspreading? Merci à vous et n'oubliez pas, toutes les sources sont en description. Bonne pratique!